Bah, il est 14 heures, donc on va pouvoir démarrer tranquillement ce webinaire. Donc je vous remercie d'être nombreux à cet événement du Club des Territoires. Donc je suis Maëva Le Guidard, je travaille au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, au sein du bureau de l'animation territoriale. Et je porte ce club des territoires qui est un, un réseau en fait interprofessionnel qui rassemble des représentants volontaires d'institutions territoriales, que ce soit de services déconcentrés, d'ARS ou de collectivités territoriales notamment, aux côtés de directions d'administration centrale. Et ensemble, nous partageons une réflexion collective et on peut partager des propositions sur des politiques sociales et médico-sociales en utilisant des méthodes d'intelligence collective. Donc là, je vous ai projeté un extrait de la charte du club. Donc voilà, pour vous rappeler un peu les principes qui nous guident dans ce club. Et voilà, et l'événement du jour, il intervient dans ce cadre-là, parce que le club a différentes modalités de rencontres, et les retours d'expérience en sont une. Il s'agit de ces webinaires qui sont des temps inspirants et qui permettent d'enrichir nos pratiques sur des thématiques plus ponctuelles, parce qu'il y a d'autres modalités de travail qu'on a au sein du club qui sont plus sur le long terme, mais les webinaires de retour d'expérience, comme aujourd'hui, c'est plus de manière ponctuelle. Voilà, un webinaire de 2 heures avec des intervenants qui vont nous présenter des expériences inspirantes sur cette thématique du jour, qui est, pour rappel, comment dire, le handicap et la protection de l'enfance. Comment des initiatives inspirantes, pardon, sur ce sujet-là. Et, euh, et donc, voilà, donc le Club des territoires, si si vous voulez plus d'informations, je vais vous inviter à m'écrire à l'adresse qui s'affiche, dgcs-club des territoires social.gouv.fr. Il y a une erreur d'ailleurs, c'est arrobase, bien sûr. Voilà, et donc il y a des prochains événements à venir, notamment la prochaine rencontre plénière de l'année qui sera le 6 novembre en présentiel à Paris. Et un autre élément important, c'est l'appel à thématique pour l'année 2025, parce que le Club des territoires, on le co-construit avec l'ensemble des membres, et ce n'est pas un réseau où c'est descendant de la part de la DGCS. Tout le monde peut proposer une thématique, et donc on va bientôt lancer l'appel à thématique pour l'année 2025. Donc on vous communiquera ça au travers de nos listings de diffusion, mais aussi de la page LinkedIn qu'on est en train de lancer, et qui permettra aussi de communiquer mieux sur ce club. Euh, voilà pour ce petit temps introductif sur le club des territoires que je voulais vous faire. Et donc, on va pouvoir commencer avec la thématique du jour avec Amélie Dietlin, qui est donc la directrice enfance-famille du conseil départemental du Loiret, et qui en fait a proposé cette thématique au club des territoires, et qui a voilà, impulsé l'organisation de ce temps d'échange, et après qui a donné lieu à inviter différents intervenants. Donc voilà, je remercie Amélie, et je vais lui laisser la parole pour nous introduire un peu le contexte autour de cette thématique du jour. Et ensuite, on passera donc aux différents temps d'intervention, et vous pourrez bien sûr poser des questions. Il y aura des moments pour des temps d'échange. Donc, Amélie, je vous laisse la parole. Merci Maëva, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis en poste sur cette fonction depuis
un peu plus d'1 an maintenant et très, très vite dans le cadre de cette fonction, la question du lien et de la prise en charge particulière des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance en situation de handicap, s'est posée et c'est un sujet, qui est loin d'être nouveau. Mais j'ai eu connaissance à peu près à la même époque de l'existence du club des territoires et je m'étais dit: «Ça peut être un thème en tout cas intéressant». Puisque l'intérêt particulier du club des territoires, c'était aussi de pouvoir faire dialoguer, des territoriaux, mais aussi, les collègues des, directions déconcentrées de l'État, et donc voilà, d'avoir, des croisements autour de sujets, en commun. Donc c'est un sujet que j'avais posé parce qu'il a, on va dire une existence nationale et dans le cadre des différents réseaux auxquels certains d'entre vous, participent peut-être que sont, l'ANDAS, l'ANDEF, les différents, réseaux, territoriaux. Ce sujet revient régulièrement. Nous, dans le Loiret, c'est un sujet, qui est particulièrement, préoccupant, en tout cas qui nous pose des complexités, non pas insolubles, mais en tout cas sur lesquelles on bute régulièrement. Peut-être pour, si c'est vous qui avancez le dé voilà, merci. Donc, juste un petit rappel, de contexte, hein, national que vous connaissez sans doute tous et toutes. Un premier rapport en 2015 du Défenseur des droits qui mettait en évidence une prévalence importante des enfants, confiés à l'aide sociale à l'enfance, porteurs de handicap, c'est-à-dire entre 15 et 20 de ces enfants. Alors quand on regarde un peu dans la littérature, effectivement, on tourne entre 13, 15, 18, 20, c'est assez variable. Mais, ce qui est certain, c'est que, cette proportion-là, elle est beaucoup plus importante qu'en population générale, où on est plutôt aux alentours de 2-3 et c'est le cas dans une étude épidémiologique qui avait été réalisée par les Bouches-du-Rhône, aux alentours à peu près de la même époque, hein, que le rapport du Défenseur des droits, qui, mettait en évidence que c'était 17 des enfants confiés à l'ASE qui, avaient une notification MDPH contre, 2,5 en tout cas dans ce département-là. Avec une répartition d'orientation. Alors c'est des notifications MDPH, donc ça c'est aussi c'est symbolique du fait que ce sont des, handicaps qui sont, diagnostiqués et reconnus. Donc on parle bien là d'enfants qui sont, en situation de handicap formellement. On sait qu'on a aussi des enfants pour lesquels on va avoir des problématiques de troubles divers, pas forcément diagnostiqués, mais en tout cas pour ces enfants-là, avec des orientations, vers des établissements sociaux et médico-sociaux, et différents types de, problématiques, mais de très nombreuses problématiques qui tournent plutôt autour, de difficultés, psychiques, psychologiques, ou troubles mentaux. C'est finalement plus rarement des troubles, de la motricité ou de la mobilité qui se présentent pour les enfants. Autre point aussi, en tout cas moi voilà, qui nous font réagir, c'est que, 3 fois plus d'enfants accompagnés par les services de l'ASE à 15 ans sont déscolarisés que dans la population générale. Or, pour les besoins éducatifs particuliers que rencontrent ces enfants, on est sur une situation, de cumul, encore plus important de risques. Et puis, un autre élément qui vient, confirmer en tout cas cette difficulté-là, c'est que dans une étude donc de l'éducation nationale, hein, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance de l'éducation nationale, heu, cette étude mettait en évidence que, les enfants en situation de handicap ont plus de risques d'être placés à l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est un sujet qui, tourne en tout cas entre les institutions, sur lesquelles nous sommes, nombreux à nous questionner et parfois à buter, et donc voilà, dans le Loiret, alors quelques données plus locales peut-être, si on peut, voilà, passer, là-dessus. Alors je vous lirai pas toutes les vignettes parce que ça aura pas beaucoup d'intérêt, mais pour vous dire que dans le Loiret, on n'est pas exceptionnel. On est sur une proportion d'enfants en situation de handicap qui est plutôt, conforme à ce qu'on voit au niveau national, avec des troubles plutôt, neurodéveloppement, troubles du comportement psychique et finalement peu de troubles, moteurs ou physiques. Je vais juste on va passer parce que je vais éviter de vous redire tous les chiffres que vous voyez très bien. Des orientations autour, de d'IME,
SAD, et puis des problèmes de déscolarisation ou d'enfants scolarisés à temps très partiel, y compris lorsque parfois la notification prévoit une scolarisation adaptée à temps plein. Donc des difficultés de mise en œuvre de ces scolarités, alors que ça soit du côté de l'éducation nationale, mais aussi du côté des établissements sociaux et médico-sociaux, pour lesquels effectivement, qu'on soit en population générale ou a fortiori en protection de l'enfance, on a des difficultés finalement à permettre à ces enfants de bénéficier des soins, des plateaux techniques éducatifs dont ils ont besoin. Peut-être la toute dernière vignette, là aussi en termes de données chiffrées, mais qui sont quand même assez éclairantes. Aujourd'hui, dans notre dispositif d'accueil d'urgence, les enfants restent en moyenne 7 mois, parce que comme dans tous les départements, la quasi-totalité d'entre eux, nous avons des difficultés à orienter les enfants vers un dispositif d'accueil pérenne. Mais pour les enfants en situation de handicap, la durée moyenne de séjour est 2 fois plus importante que pour les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Donc c'est là aussi une illustration des difficultés que nous pouvons rencontrer pour permettre l'accueil stabilisé et pérenne de ces enfants dans des dispositifs de protection de l'enfance. Alors à notre niveau dans le Loiret, une initiative engagée avec l'Agence régionale de santé autour de la création d'une équipe mobile de soutien au lieu d'accueil qui va voir le jour d'ici la fin d'année normalement, puisqu'on est en étude des réponses à cet appel à candidature, et une proposition, mais qui pour l'instant n'a pas trouvé de réponse, de création d'IME dédié avec de l'internat, puisque aujourd'hui on bute autant sur la prise en charge de la scolarité que de l'hébergement et de l'accueil au quotidien de ces enfants. Voilà, très, très rapidement brossé, en tout cas, la problématique à laquelle nous sommes confrontés dans le Loiret. Comme je crois qu'on est nombreux à être confrontés à cette problématique-là, je trouvais intéressant qu'on puisse avoir cet échange dans le cadre du Club des territoires aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Amélie, pour cette introduction. Et donc voilà, suite à cette proposition d'Amélie, on a pu réunir pour ce retour d'expérience 2 interventions. La première, ce sera l'intervention de Corinne Lombard de la CNSA, qui va nous parler des interventions sur l'appui aux enfants en situation de double vulnérabilité que la CNSA peut mener. Et puis nous aurons 2 intervenantes du conseil départemental de la Somme, Betty Morel et Marine Détourné, qui nous parleront de 2 exemples justement de dispositifs, l'équipe mobile et un service d'accueil séquentiel. Voilà, donc je vais laisser tout d'abord la parole à Corinne Lombard pour la première intervention, puis nous aurons un temps dédié à l'échange. Oui, vous pourrez intervenir pour poser vos questions ou faire part de vos réactions. Et puis nous continuerons avec la seconde intervention. Donc Corinne, je vous laisse la parole. Oui, d'accord. Donc bonjour, donc Corinne Lombard de la CNSA. Je travaille à la direction d'appui au pilotage de l'offre et c'est une direction qui est là pour outiller les ARS et les conseils départementaux dans le développement et la transformation de leur offre. Et donc en fait, dans ce cadre-là, on a mené des travaux de capitalisation pour d'expériences qui existent déjà, de dispositifs qui accueillent des enfants, enfin qui accueillent ou accompagnent des enfants en situation de double vulnérabilité. Voilà, on a mené des travaux de capitalisation pour, dans l'idée de les partager avec d'autres, que les initiatives locales puissent être connues au niveau du territoire pour qu'éventuellement les gens puissent s'en inspirer. Mais donc, il n'y aurait pas de, il y aurait pas de dispositif s'il n'y avait pas les crédits dédiés pour ces enfants-là. Donc, en fait, il y a des crédits spécifiques, enfin, vous devez le savoir, on peut avancer, voilà. Il y a eu déjà 50 millions d'euros qui ont été fléchés dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. Donc là, j'imagine que vous le savez, mais il y a eu des crédits qui ont été attribués dans le cadre de contrats tripartites, préfet, ARS, département. Donc ça a été fait en 3 vagues. Une première vague en 2020 pour
15 millions d'euros pour 30 départements. Ensuite, en 2021, ça a été étendu à 40 nouveaux départements pour 15 millions d'euros. Et ensuite, en 2022, ça a été étendu à l'ensemble des territoires pour 19 millions d'euros. Donc, ces crédits, ils ont été fléchés par département en fonction enfin, ils ont été répartis en fonction de critères sociodémographiques. Et là, avec la Conférence nationale du handicap d'avril 2023, il y a eu à nouveau 50 millions d'euros fléchés pour ce public, parce ce public a été identifié comme un public prioritaire de la Conférence nationale du handicap. Par contre, cette fois-ci, il n'y a pas une circulaire qui détermine précisément combien chaque département, chaque délégation départementale de l'ARS va avoir pour ce type de public. Mais en tout cas, la CNSA, notre idée, c'est de veiller à ce que dans chaque département, il y ait bien des crédits fléchés pour ce type de public. Donc, les circulaires, voilà, qui ont été publiées en 2020, 2021, 2022, elles donnent des exemples de solutions à déployer pour ces publics en situation de double vulnérabilité. Donc, c'est des équipes mobiles, des CESAD, des places d'IME, des places d'accueil familial thérapeutique ou en centre d'accueil familial spécialisé, ou créer des places d'internat ASE au sein d'établissements de type IME. Mais bon, c'est vraiment à titre indicatif et en fait, chaque territoire, en fonction de ses besoins, de ses diagnostics, il peut créer les services les mieux adaptés à ce qu'il pense. Voilà. Donc, voilà. Je vais vous expliquer, je vais vous parler un petit... Donc, je vais vous parler un peu de notre démarche de capitalisation qu'on a à la CNSA. Donc, voilà. À l'origine, on peut encore avancer. Donc, en fait, comment on en est venu à se dire on va capitaliser là-dessus, c'est qu'en fait, on a eu des réunions, enfin, la CNSA a organisé des réunions interdépartementales en 2023, enfin, fin 2023 et début 2024. C'était des réunions où il y avait les ARS, les CD, les MDPH d'une région en particulier. Et chacun était invité à présenter, enfin, il y avait des informations sur la Conférence nationale du handicap qui venait de la CNSA, mais aussi chaque territoire était invité à présenter des projets sur son territoire qui lui semblaient, qui étaient un exemple de coopération déjà entre ARS et CD ou qui lui semblaient des réussites. Et donc, on s'est dit qu'on allait capitaliser sur ces projets. Donc, on a étudié tout ce qui s'est passé un peu dans tous les territoires, enfin en France. Et l'objectif, c'est de proposer après, grâce à ça, des outils opérationnels issus de démarches éprouvées par les acteurs territoriaux et en partageant des expériences réussies, d'alimenter les ARS et les CD sur leurs réflexions sur la transformation de l'offre. Donc, en fait, quand on a repéré des projets intéressants, on a contacté les organismes gestionnaires et les ARS et les CD, ou aussi parfois la MDPH, pour en savoir plus et à terme faire des fiches retour d'expérience sur les projets, qu'on puisse les partager à tous pour inspiration, pour développer des dispositifs sur leur territoire, parce que parfois, on s'est rendu compte que les ARS et les CD, ils ne savaient pas forcément comment s'y prendre. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, on a mené un entretien. On leur a demandé qu'est-ce qui avait déclenché le projet, comment ils en étaient venus à faire ça. On leur a demandé de nous le décrire, qu'est-ce qui avait facilité les choses, qu'est-ce qui était au contraire des freins, l'impact que ça avait eu sur les ressources humaines s'ils étaient un établissement médico-social ou un service, s'ils avaient eu s'il y avait eu un impact immobilier, s'ils avaient dû reconstruire, redimensionner, réaménager. Il y avait aussi on posait forcément des questions aussi sur les financements, combien ça coûte à chaque fois, comment ils avaient procédé, si c'était des AAP, des AMI ou si c'était, des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, ou si ça avait été fait de gré à gré, voilà. Quel type de collaboration était nécessaire, s'il y avait déjà eu une démarche d'évaluation. Bon, dans l'ensemble, c'est des projets assez récents, donc ils ne sont pas toujours encore évalués. Et si jamais ils avaient des conseils à donner, si jamais on voulait essaimer le projet
sur d'autres territoires. Et enfin, à chaque fois aussi, on leur a demandé s'il y avait une implication des personnes concernées dans le développement du projet, dans les besoins, etc. Donc, voilà. Donc, je vais vous présenter en fait 4 projets, enfin, mais vraiment très brièvement, ça ne reflètera pas la richesse de tout ce qu'on a pu entendre lors des entretiens, parce que bon, bah, on n'a pas beaucoup de temps cet après-midi, mais c'est pour vous montrer que bah, ces 4 projets dans 4 territoires différents, et c'est vraiment, ils sont tous très différents. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment une réponse à des besoins locaux, mais quand même, après, je vous dirais, bah, en fait, il y a quand même des facteurs communs de réussite à ces projets où il y a aussi des écueils à éviter à chaque fois. Donc, bah là, on part dans le Var, euh, où ils ont créé une équipe mobile d'appui à la protection de l'enfance. Ça s'appelle l'EMAP, du coup. Donc, elle existe depuis avril 2021. Alors, bah, les objectifs de l'EMAP, c'est de prévenir les ruptures de parcours, parce que de maintenir le jeune dans son lieu de vie, parce que souvent, elle est contactée quand la famille est au bord de la rupture et qu'ils n'en peuvent plus de l'enfant accueilli. Et en fait, l'idée, c'est d'éviter qu'ils changent une énième fois de famille d'accueil parce que voilà, ils ont craqué à un moment ou à un autre. Et l'objectif aussi de l'EMAP, c'est de soutenir et conseiller les acteurs des différents lieux d'accueil. Donc, l'accompagnement, c'est soit sous forme de prestations directes auprès des enfants ou indirectes auprès des professionnels. Ils accueillent des enfants de 6 à 17 ans. Et cette équipe mobile, elle a la particularité aussi de permettre des accueils de répit dans 23 établissements qui sont portés par l'UGCAM. Oui, c'est une équipe mobile portée par l'UGCAM. Mais c'est toujours, ils nous ont bien expliqué, en fonction des besoins de l'enfant. C'est vraiment si l'enfant en a besoin, c'est pas si la structure en a besoin. Donc, à droite, là en vert, je vous ai toujours mis quelques petites spécificités de, de l'équipe par rapport à d'autres qu'on a pu rencontrer. Donc là, ils se font fort d'intervenir toujours en moins de 72 heures et en moyenne, ils interviennent en 12 heures dès qu'ils sont contactés. Ils interviennent 365 jours sur 365, de 8h à 21h et si besoin les week-ends. Donc, quand un jeune rentre, enfin quand il est intégré dans l'équipe mobile, l'équipe mobile signe une convention avec son lieu d'hébergement, donc soit la MEC, soit la famille d'accueil, pour 6 mois renouvelables. Mais souvent, c'est un peu plus parce que parfois, il y a besoin d'une réorientation, il n'a pas de place en IME, donc qu'il soit enfin, le temps qu'il soit réorienté, bon, parfois la convention est renouvelée. Euh, les maps, elles peuvent être saisies soit par la structure d'accueil, soit par le médecin ou l'inspecteur de l'ASE. Parce que dans le Var, il y a une particularité, c'est que chaque enfant qui est à l'ASE, il a un médecin référent en PMI. Donc, c'est aussi lui qui peut saisir les maps. Et donc, la fiche de saisine, il y a 6 critères de demande. Et il y a 2 critères qui doivent être cochés au minimum pour qu'elle se saisisse du dossier. Et donc, ce que j'ai mis là en bas en gras, c'est en fait généralement les 2 choses les plus enfin, qui suscitent les demandes, c'est les difficultés d'accès aux soins et les difficultés de scolarisation. Donc ça, c'était un premier exemple. Alors ensuite, il y a un autre, c'est dans le Gard. Donc là, ça existe depuis décembre 2022. Donc là, l'objectif, c'est de proposer du répit aux enfants et aux familles d'accueil pendant les vacances et les week-ends avec des activités ludiques et culturelles dans une vraie maison. Là aussi, l'objectif, c'est d'éviter les ruptures de parcours parce que bon, bah, voilà, les familles n'en peuvent plus, elles sont fatiguées et souvent, voilà, c'est là qu'ils changent encore de lieu de vie et c'est encore enfin, pour les enfants qui ont des troubles de l'attachement, etc., c'est pas évident. Donc là, l'objectif, c'est un accès à un collectif à visée éducative et évaluative pour des enfants dits sans solution. Et l'objectif, c'est aussi en fait, ils font du répit, mais par ailleurs, quand même, ils se tiennent à disposition des familles pour les soutenir dans la compréhension des troubles des enfants accueillis, handicap et ou psychotraumatisme, et donc améliorer le quotidien au domicile. Donc, ce qu'ils disent, c'est que déjà, les, les, les répits, les vacances, si je puis dire, ça leur fait du bien, mais il y a aussi le côté soutien des familles qui aident ces enfants. Donc,
Anvers, en fait, ils nous ont dit que, enfin, ils sont accueillis dans une vraie maison. C'est pas du tout un lieu institutionnel. Et donc, les enfants l'ont renommé la maison du bonheur ou la maison des vacances. Ils font la cuisine, ils font les courses. Voilà, ça instaure une vraie maison. Ils ont instauré un intervalle café, comme le nom du dispositif. Donc, tous les 3 mois, en fait, ils réunissent les familles d'accueil pour leur donner des conseils, pour faire du soutien, pour qu'elles puissent échanger, pour qu'ils puissent rompre leur isolement. Et donc, c'est ouvert les week-ends, les vacances scolaires et 123 jours par an. Mais c'est surtout pas un lieu d'accueil d'urgence, et jamais ils accueilleront en urgence, et ça a été bien spécifié à tous les référents ASE, à toutes les familles d'accueil. C'est toujours quelque chose de programmé pour qu'ils aient le temps de préparer l'arrivée de l'enfant, qu'il soit véritablement accueilli. Alors, ensuite, on a eu... alors ensuite, en Bretagne, dans le Morbihan, ils ont mis en place donc ça s'appelle le dispositif d'étayage mutuel du Morbihan pour les accompagnements complexes, le DEMAC. Donc là, ils ont fait le constat, ARS et CD, qu'il y avait des jeunes qui mettaient à mal tout le système, qui étaient soit confiés à l'ASE, soit en psychiatrie, soit qui étaient à domicile ou en SMS. Et en fait, c'est des jeunes qui font exploser à chaque fois enfin, tout ce qui peut exister. Et donc, ils se sont dit, au départ, c'était pas forcément uniquement c'est toujours pas uniquement pour les jeunes en situation de handicap, mais bon, il y a aussi des jeunes en situation de handicap qui font exploser le système. Et donc là, ils ont mis en place 2 dispositifs complémentaires. Un qui est porté par un organisme de protection de l'enfance. Et donc là, celui-là, il propose des places d'hébergement, donc dans 2 lieux d'accueil différents. Là aussi, c'est un peu des maisons. Ils essayent de ne pas faire trop dans l'institutionnel. Et donc, eux, ils sont hébergement, ou il y a aussi possibilité de se faire accompagner par une équipe mobile. Et là, la particularité, c'est elle est portée par un groupement d'établissements médico-sociaux du Morbihan, un groupement qui réunit presque tous les ESMS du Morbihan. Donc là, les critères, c'est vraiment le dernier recours, quand tout a été tenté, toutes les solutions ordinaires, en fait, ont été tentées, enfin, des solutions de droit commun, disons. C'est pour des jeunes qui présentent des troubles hétéro-agressifs, non prévisibles et non maîtrisables. Et donc, pour éviter l'épuisement, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'ITT, d'accidents du travail, etc., qui nous ont expliqué, l'équipe mobile, elle n'est pas fixe. En fait, en fonction des besoins de l'enfant et des compétences requises, ils vont, donc, quand ils sont sollicités, ils vont solliciter les personnes, les établissements les plus à même d'intervenir. Voilà. Donc, en fait, ça évite l'épuisement professionnel. Donc, ils ont mis en place ce système. Et aussi pour motiver, puis pour recruter, ils ont mis en place des salaires majorés pour tenir compte de la pénibilité du travail, des visites médicales renforcées tous les 2 ans et une possibilité de mobilité tous les 3 ans en interne au sein des organismes gestionnaires. Et le dernier, donc ça, c'est celui-là, cet exemple-là, on ne l'a pas trouvé dans les journaux interdépartementales, mais dans la presse. Donc on a quand même pris contact avec eux. Et donc en fait là, c'est parti d'un IME qui avait plus de 50% de sa population qui relevait de l'aide sociale à l'enfance, avec à l'origine, ils sont autorisés pour la déficience intellectuelle profonde, mais ils accueillent aussi beaucoup de troubles du spectre de l'autisme. En fait, ils se constataient que chaque vendredi soir, les enfants, il y en a qui étaient à la rue un peu, à la rue, chaque vendredi soir, ils avaient leur baluchon et ils ne savaient pas où ils allaient aller. Donc, c'est tout souvent dans un centre d'accueil d'urgence, mais bon, c'est pas toujours le même. C'était vraiment, pour les enfants, c'était l'aventure tous les week-ends, pas du tout approprié à leurs troubles. Donc, ils ont, après moult négociations, ils ont ouvert une maison d'enfants placée de 10 places. Et donc, elle est ouverte les week-ends en semaine. Et donc là, ils accueillent dans un hébergement adapté et spécialisé dans le cadre de la suppléance familiale. Donc, les objectifs, c'est de garantir une protection physique et psychique, de favoriser l'accès à l'autonomie progressive dans le quotidien, parce que
en se baladant de centre d'accueil d'urgence en centre d'accueil d'urgence, ils acquéraient aucune autonomie, ils progressaient pas. Donc là, ils voient un vrai progrès en les accueillant. L'objectif, c'est aussi de développer la scolarisation et de maintenir les liens de l'enfant avec sa famille et ses proches quand c'est possible et quand la famille a un droit de visite. Donc, le critère d'admission, c'est les plus complexes. Ils prennent les enfants les plus difficiles, ceux qui ont besoin de plus de soins. Voilà. Et donc, une des particularités, eux, c'est qu'ils ont mis en place pour les enfants pour les parents qui ont le droit de visiter leurs enfants, une visite médiatisée qui est réalisée au sein de la maison des enfants placés, et donc avec 2 professionnels du service, un éducateur spécialisé et un psychologue. Donc du coup, le conseil départemental l'ASE n'a pas besoin de déplacer un professionnel en particulier. Et puis c'est rassurant pour l'enfant c'est rassurant pour l'enfant d'être avec des personnes qu'il connaît, que c'est pas quelqu'un de détaché exprès, voilà. Ils font aussi de la guidance parentale ils font avec les parents des gestes du quotidien et par contre, ils ont, un taux d'encadrement important de 3,1 professionnels par enfant parce que c'est vraiment des enfants avec des très gros troubles, ils sont pas forcément propres, ils sont pas autonomes, ils savent pas se nourrir, voilà, ils sont très encadrés. Voilà, donc ça, c'est une petite présentation des quatre dispositifs qu'on a interviewés. Enfin, on en a interviewé d'autres, mais bon, voilà, il fallait se limiter. Alors, les facteurs de réussite, à chaque fois, c'est une bonne coopération entre l'ARS et le CD. Il faut qu'ils partent d'un constat partagé, à la fois du diagnostic et des besoins, et puis aussi des moyens qu'ils vont accorder pour créer ces dispositifs. Il faut être d'accord sur la répartition des financements et puis certains de leur pérennité aussi. Et il faut une gouvernance impliquée avec un suivi régulier du projet. Voilà, c'est pas parce que ça roule qu'il faut arrêter de se voir. Il faut toujours, ils se revoient par exemple tous les 6 mois et ils ajustent le projet si nécessaire en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Enfin, rien n'est figé, quoi. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, l'organisme gestionnaire, alors, les atouts que, ils ont eu tous, hein, enfin dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils étaient bien ancrés sur le territoire. Par exemple, il y en a qui sont, dans les PTSM, ils sont rodés à la coordination. Il y en a pas mal qui sont porteurs d'une PCPE ou d'une communauté 360, ce qui fait qu'ils connaissent bien, leur environnement, les différents acteurs, ils sont reconnus. Ce qui aide aussi, c'est les organismes gestionnaires qui ont plusieurs compétences, qui sont autorisés à la fois pour du médico-social, du social et du sanitaire. Ça aide forcément les coopérations, voilà. Et à chaque fois, tous, ils se sont créés, enfin, ils se sont créés ou peut-être ça existait antérieurement, mais bon, là, ça a été renforcé peut-être. Ils ont un référent à l'ASE, un référent à la MDPH. Par exemple, pour Interval, ils ont quelqu'un qui suit en particulier ce dispositif. Donc, ça aide aussi à fluidifier le parcours, même s'il n'y a pas besoin de notification particulière, c'est quand même important. Et la PJJ aussi, par exemple, pour le dispositif du Morbihan, parce que c'est souvent des jeunes aussi qui relèvent de la PJJ. Voilà. Ensuite, ce qui est important, alors ça, c'est vraiment la clé du succès, c'est aussi des ressources humaines formées et motivées. Il faut un vrai projet, une vraie motivation du personnel autour d'un projet fédérateur parce que, par exemple, le dispositif qu'on a vu où ils font l'accueil le week-end et les vacances, il faut trouver des gens qui veulent travailler les week-ends et les vacances quand les autres travaillent pas forcément. Et en plus, avec du public pas facile. Donc, il faut aussi une formation de l'ensemble du personnel au handicap, tout le spectre des TND, les différentes méthodes de communication, la CA, la gestion de la violence, des troubles de l'attachement, des temps réguliers de supervision et d'analyse. Qui nous ont souvent dit, c'est qu'ils avaient recruté du personnel avec une double compétence ou une double expérience, à la fois protection de l'enfance et médico-social, parce que les 2 langages sont souvent différents. Donc, ils adoptent un langage commun, enfin, ils se connaissent bien. Et quand ils font des formations, c'est des formations croisées entre les dispositifs médico-sociaux et les référents ASE. Enfin, ils organisent le maximum de formations en commun pour parler le même langage. Voilà. Et aussi, toujours, il faut des objectifs clairs et une méthodologie rigoureuse. Donc, quand ils font un projet,
c'est important que les objectifs soient bien posés et bien expliqués à tous les acteurs qui pourront y avoir recours. Quand ils disent qu'ils font de l'accueil de répit, c'est pas de l'urgence et voilà, ils en dérogeront pas. Et aussi, ce qui est important, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se font le principe de subsidiarité des dispositifs existants. Ils font pas à la place de la structure d'accueil ou à la place de la famille d'accueil. Ils viennent en appui au lieu d'accueil. Donc, parfois, au départ, il y a une petite déception, mais bon, ils sont là pour leur apprendre à faire et pas pour faire à leur place. Ensuite, il faut aussi des instances institutionnelles et opérationnelles pour assurer le suivi du dispositif dans sa globalité, mais aussi le suivi de chacun des accompagnements individuels, qui est une implication de tous les acteurs, ASE, médico-social et sanitaire. Et tous aussi nous ont dit, ils se sont préparés en amont, avant d'ouvrir le dispositif. Il faut former le personnel avant de commencer, hein, faut pas attendre qu'il y ait des difficultés pour se former. Il faut toujours préparer l'arrivée des... D'où le fait que ce ne soit pas en urgence, quoi. Il faut un projet avant leur rentrée, qu'ils connaissent le jeune avant qu'il rentre dans le dispositif pour vraiment l'accueillir. Et aussi, il faut présenter le dispositif à toutes les structures d'accueil, à tous les lieux de protection de l'enfance. Il ne faut pas juste leur envoyer un mail, il faut aller se présenter, leur expliquer concrètement en quoi va consister leur démarche. Voilà, ça c'était donc pour... Ah oui, et les conseils des organismes gestionnaires aussi, si c'est pour héberger, bon, bah, il faut des locaux adaptés aux spécificités des troubles accueillis, enfin comme pour tous les handicaps évidemment, mais comme c'est vraiment des jeunes particulièrement difficiles, ils nous ont bien dit aussi qu'il fallait du matériel solide, adapté, euh, peut-être même prévoir un budget réparation et un taux d'encadrement important dès le départ, parce qu'après, c'est plus difficile de, de renégocier. Un taux d'encadrement important pour assurer la sécurité, faire face à l'intensité des besoins des enfants et des jeunes, pour pouvoir faire du relais entre les professionnels lorsque cela est nécessaire, par exemple quand une crise survient, et aussi pour limiter le risque d'épuisement des professionnels et assurer une continuité de service, même en l'absence d'un professionnel, parce qu'il y a souvent des arrêts maladie, des accidents du travail. Voilà. Et ce qu'il faut par contre éviter, enfin, ça coule sûrement de source, mais ça va toujours mieux en le disant, et imposer des places de répit à des SMS en concertation et sans construction du projet. Parce que parfois, on peut comprendre, hein, il y a une délégation départementale se dit, ah bah là, il faudrait que les places de répit elles couvrent tout le département, donc je vais en demander là, là, là. Mais c'est vrai que si ça n'a pas été discuté avec l'établissement, si c'est une place dans un établissement, bon, bah, c'est difficile de faire un projet, de l'accueillir comme ça. Un week-end de temps en temps. Donc, dans ces cas-là, finalement, ce qu'on remarque, c'est que les places, elles ne sont pas utilisées et que, et donc il faut, oui. Et puis aussi, ce qu'il faut éviter, c'est que l'équipe mobile, elle se transforme en solution d'attente à l'IME, parce que ça embolise le dispositif. Et puis, bon, bah, il n'y a pas de roulement. Enfin, voilà, c'est vite embolisé. Aussi, une absence de dialogue régulier entre l'ARS et le CD afin de suivre le projet et de le revoir si nécessaire. Bah, c'est indispensable, oui. Et une absence de réunion régulière et formalisée entre le dispositif et l'aide sociale à l'enfance. Euh, on peut se dire que ça va de source, mais ce n'est pas en fait toujours le cas. Voilà. En gros, merci. Merci beaucoup, Corinne, pour votre intervention. Donc voilà pour cette première intervention sur ce sujet de l'amélioration de la prise en compte du handicap dans le champ de la protection de l'enfance. Donc je tiens aussi à remercier par ailleurs les bureaux de la DGCS qui sont concernés par ces questions de handicap et de protection de l'enfance et qui m'ont aussi aidé à préparer ce webinaire, et certains sont présents et écoutent ce webinaire. Donc je les remercie. Et maintenant, je vais pouvoir vous laisser la parole, hein, si vous souhaitez poser des questions à Corinne ou bien à Amélie Dételin qui a
introduit ce webinaire. Je vous laisse la parole. Peut-être, Maëva, il y a des questions écrites. Ah oui, dans le chat, Oui. effectivement, il y a une question de madame ou monsieur Delcroix, je ne vois pas le prénom. Auriez-vous identifié des solutions innovantes pour gérer l'urgence dans les situations complexes à the handicap, notamment les ruptures de parcours du côté handicap? Je ne sais pas si c'est bon. Mais l'équipe, par exemple, l'équipe mobile qu'on a pu interroger, effectivement, elle intervient rapidement, au maximum dans les 72 heures, mais parfois dans les 12 heures pour gérer l'urgence, désamorcer un petit peu les choses, mais c'est pas, ils vont pas accueillir. Enfin, si eux, en l'occurrence, ils proposent des solutions, des accueils de répit. Donc, bon, est-ce que c'est innovant ou pas? En tout cas, la façon dont ils en parlaient, ça semblait efficace. Euh, donc voilà, ils interviennent dans des situations complexes quand même. Mais bon, je peux pas vous en dire plus. Merci Corinne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole. Normalement, les micros sont activés si vous souhaitez intervenir directement. Oui, Bonjour, est-ce que je peux me permettre de oui, prendre la parole? allez-y, Du coup, allez-y, je vous en j'avais prie. mis une petite. Bonjour, moi je suis Madame Guglielmi, je suis chef de service à l'évaluation à la MDPH du Val d'Oise et on a été au courant de ce webinaire fort intéressant par la directrice de l'enfance santé famille du Val d'Oise. Il me semble que, alors effectivement, les structures et les réponses concrètes sont extrêmement importantes puisqu'on en a tous besoin sur tous les départements, mais qu'en amont de la mise en place de ces structures, il faut une vraie coopération et articulation ASE, MDPH, donc CD, MDPH, ARS, pour construire ensemble dès le départ. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette gouvernance et cette comitologie d'emblée, voilà, donc il faut des référents au niveau de la MDPH, il faut des référents au niveau de l'aide sociale à l'enfance, des balayages réguliers avec les départements et l'ARS, chose qu'on a fait sur le département du Val d'Oise, pour pouvoir à un moment donné identifier concrètement les situations qui craquent du côté MDPH et du côté ASE, qui sont souvent les mêmes, et qu'on puisse s'interpeller presque en amont du craquage, alors c'est pas souvent, enfin c'est pas évident, qui est aussi des rencontres régulières. Par exemple, vous parliez tout à l'heure nous on a une maison départementale de l'enfance où il y a tous les placements, mais qui est des réunions régulières en associant les MDPH, mais qui est un travail vraiment en continu. Ensuite, on fait remonter les besoins, effectivement, et souvent, on constate les mêmes besoins entre les situations en rupture de parcours côté MDPH et côté ASE, et on peut faire remonter les besoins pour des structures spécifiques, ce qu'on a pu faire en tout cas sur le Val d'Oise, pareil avec des équipes mobiles, des places en IME 365, des places en ITEP 365, etc., etc. Mais je crois que cette articulation voire quadripartite, elle est essentielle en amont de toute ouverture de structure médico-sociale. Oui, en effet. Merci, Madame Guglielmi, pour cette intervention. Alors, si Amélie ou Corinne, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Non, Non, mais nous avons une... j'approuve. Ça confirme le résultat Oui, oui. de vos constats là par rapport aux Mm. différents entretiens. Oui, cette Mm. coordination, il me semble. Ouais. Madame Ley, qui pose une question dans le chat. J'ai une question sur l'attribution de la PCH pour les enfants accueillis en famille d'accueil à l'ASE. Qui peut être mon interlocuteur à la CNSA? Voilà, c'est une question, je pense, plutôt pour vous, Corinne. Je ne sais pas si vous avez la Ouais. réponse à ce stade. En fait, alors, ce serait pas dans ma direction, c'est plutôt dans la direction de l'accès au droit et au parcours, la DADP,
et qui s'occupe plus des prestations MDPH, etc. Mais alors, vous dire le nom exact de la personne, je peux peut-être noter On la peut peut-être question. revenir, Ouais, voilà, on peut noter la ouais, question et revenir vers vous ultérieurement. oui. N'hésitez pas à m'envoyer votre La question. message aussi. Donc, je remets dans le chat, je remettrai, et puis à la fin du PowerPoint, l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire et on vous relaiera l'information. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à la CNSA, on peut sûrement répondre à cette question. Bon, enfin, pas moi, mais... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une en direct pour, pour la CNSA. Et puis plus globalement, en fait, sur les présentations que vous nous avez faites, est-ce que vous avez une idée de comment se répartissent les financements de ces différents dispositifs? Voilà, qui les a initiés et comment les choses se sont construites sur le plan budgétaire? Alors, il y en a, enfin, je vous ai dit qu'il fallait une bonne collaboration, mais parfois c'est un financement uniquement ARS, bon, parce que il se trouve que c'est comme ça. Mais je crois que c'est le cas pour, enfin bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais par exemple pour le DMAC, là, le dispositif de TH mutuel, c'est quand même une majorité qui, pour le CD, et un peu moins pour l'ARS, parce qu'en fait, le CD porte tout ce qui est protection de l'enfance et les 16 places d'hébergement. Pour le dispositif le NEMS, là, qui est dans Gironde, la maison des enfants placés, là, c'est peut-être je crois que c'est dans les 2 millions pour l'ARS et 1 million pour le CD, enfin c'est grosso modo, hein. Enfin c'est assez variable, mais enfin parfois c'est pas loin de 50-50, hein. Mais parfois ça arrive que ce soit uniquement l'ARS. Faut dire que les ARS, ils ont eu des crédits spécifiques dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention et de la protection de l'enfance, et les CD, il faut quand même, ils n'ont pas toujours eu, enfin, ils n'ont pas toujours des crédits autant que les ARS, quoi. Donc, ouais. Euh, mm. On a d'autres questions écrites? Oui, en effet. Alors, on a une question de Monsieur Bouveron. Parmi les expérimentations en cours, y a-t-il eu des réponses de lieu de vie sur du petit collectif, 1 sur 1, 1 sur 2, dans des situations complexes avec du handicap type TSA++, TDAH++? Euh, la maison des enfants placés, c'est 10 places, donc 10 enfants accueillis. Donc là, c'est quand même du petit collectif, hein, les soirs et les week-ends. Et à chaque fois, de toute façon, c'est dans des petits collectifs parce que c'est des enfants vraiment, apparemment, avec de très très gros troubles, et c'est pas possible de faire dans des gros collectifs, quoi, hein. Euh, à chaque fois, c'est deux, trois enfants, enfin, au maximum dans un même lieu, enfin, 7 parfois, mais c'est vraiment, oui, vraiment, ils sont divisés en petits groupes, quoi. Mais bon, il y a sûrement autre chose, hein. Moi, je vous dis, on a interrogé que 4 ou 5 pour le moment, au début de notre démarche. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter si jamais vous avez connaissance d'expériences intéressantes, à les faire remonter pour qu'on puisse éventuellement les interroger aussi. Et après, comme ça, on fait une fiche de capitalisation et on partage à l'ensemble des départements et des ARS. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que nos fiches de capitalisation, bon, pour le moment, elles sont... Enfin, il n'y en a pas beaucoup sur le... Enfin, il y en a... il y en a qu'une pour le moment sur l'extranet de la CNSA qui concerne l'aide sociale à l'enfance et le handicap, mais à terme, elles seront publiées sur le site de l'ANAP. Donc, elles seront accessibles à tous, à la fois aux tutelles, mais aussi aux organismes gestionnaires, enfin au grand public, comme ça, ils pourront savoir ce qui existe et ils pourront aussi s'inspirer. Voilà, bientôt, ce sera sur le site de l'ANAP. Oui, en effet, hein, là, l'intervention de Corinne, elle permet aussi de vous communiquer, voilà, sur cette démarche de la CNSA et qui est en cours. Donc, on espère que
initiatives pourront être référencées et partagées. Et on pourra en tirer aussi d'autres enseignements. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et ou vers la CNSA pour partager si vous avez connaissance de certains dispositifs pour qu'on puisse les partager au plus grand nombre. Alors, je vais juste poser une autre question dans le chat, puis je vous laisse la parole, Madame Rivas. À quoi sont destinés les 50 millions d'euros fléchés dans le cadre de la CNH 2023 sans ventilation par département? Comment peut-on les mobiliser pour d'éventuels projets? Donc en fait, les 50 millions d'euros, donc ils ont été répartis, donc ces 50 millions d'euros pour la France, hein, ils ont été répartis par la CNSA par région. Enfin, oui, ils ont été répartis par région à la CNSA, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Vous savez, il y a eu 1,5 milliard dans la CNH, là. Il y avait à peu près 900 millions d'euros pour les adultes, 500 millions d'euros pour les enfants, dont les 50 millions d'euros spécifiques pour l'ASE médico-social. Et donc la CNSA a procédé à une répartition des enveloppes en fonction de critères sociodémographiques au global. Et ensuite, c'est les ARS qui mettront en place sur leur territoire les dispositifs ASE médico-social qui leur conviennent. Donc il y en a, elles passeront par des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt pour créer ces nouveaux dispositifs, mais il y en a, elles procéderont peut-être à des renforcements déjà, ou couvrir des territoires qui ne sont pas encore couverts. Mais bon, peut-être si vous avez un projet, vous pouvez contacter l'ARS pour leur en faire part, mais bon, ça dépend vraiment de chaque région, de comment elle s'organise. Mais en principe, peut-être que vous avez eu dans le cadre de... Parce que les ARS, elles devaient nous faire remonter leur programmation l'an dernier, là, en juin 2024. Et cette programmation, généralement, elle était issue d'une concertation avec les acteurs locaux, les CD, les MDPH, etc. Donc peut-être que, je ne sais pas si vous avez été conviés, mais voilà, en principe, vous Si je seriez peux pour... juste compléter du côté du Loiret, effectivement, ces éléments-là, ils ont été remontés dans le cadre du projet de PRIAC. Ah oui. Merci. Madame Rivas, je vous laisse la parole. Oui, mon micro. Oui, bonjour, excusez-moi. J'étais en train de chercher mon micro, donc voilà, j'ai tenu à participer parce que j'ai été sollicitée par ma direction, juste pour échanger avec vous de ce qu'on a pu mettre en place au niveau du département de l'Aude. Donc, moi, je suis chef de groupement. Alors, sur d'autres départements, on nous appelle inspecteur ASE. Depuis maintenant 3 ans, on a commencé une expérimentation sur le fait qu'il y ait un chef de groupement qui soit dédié uniquement aux enfants à double vulnérabilité. Donc, depuis 2 ans, en fait, j'ai été nommée chef de groupement pour les enfants à double vulnérabilité, ASE MDPH. Donc, du coup... Et vous êtes dans quelle structure, madame? J'ai pas Alors, je suis au conseil départemental de l'Aude. Très bien. Voilà. Du coup, vu que ça a été initié au niveau de l'aide sociale à l'enfance, j'ai à ce jour un homologue à la MDPH et à l'éducation nationale. Ça fait que on est 3 interlocuteurs privilégiés pour ces enfants-là. Ça fluidifie énormément la communication, puisque du coup, il n'y a plus qu'un seul interlocuteur au niveau des groupes opérationnels de synthèse à MDPH, notamment pour les profils les plus complexes qui demandent à être étudiés pendant les PAG. On a pu monter un projet avec l'ARS, avec un financement ARS, sur un dispositif de soutien au lieu de placement en lien avec les établissements médico-sociaux. Donc ça, on va commencer avec 10 places et une extension de 10 autres places en janvier 2025.
Et nous sommes en phase de rédiger un projet de structure à double du coup, financement ARS-CD pour des situations extrêmement complexes. Voilà un petit peu où on en est. Voilà, je voulais partager cette expérience-là parce que c'est vrai que du coup, je parle avec beaucoup d'autres collègues d'autres départements qui n'ont pas ce poste-là à l'aide sociale à l'enfance et du coup, c'est vrai que ça permet de fluidifier énormément les échanges par rapport aux situations complexes. Voilà. Merci beaucoup pour votre partage. Alors, je prends, il reste, je crois, 2 questions, puis après on va pouvoir passer à la prochaine intervention. Une question de Alexandra Poirel. Plusieurs cadres enfance de mon département m'ont interpellée sur la suppression de la PCH pour les enfants confiés à l'ASE. Qu'en est-il? Quel est le positionnement de la CNSA sur ce sujet? Bah, là, je peux pas vous répondre. Enfin, là, il faut Ouais. vraiment que je me renseigne auprès de Ouais. Ouais, peut-être qu'on a, enfin là, on n'a peut-être pas, enfin, Corinne, voilà, est pas positionnée sur ces sujets exactement. Donc, voilà, on pourrait noter la question en tout cas et contacter les personnes pour vous faire le retour sur cette question-là. Mm. Et puis, une question de Laetitia Morel. Bonjour, au-delà des orientations CNH, une nouvelle stratégie prévention et protection de l'enfance est-elle en perspective? Si oui, et à quelle échéance? Alors là, oui, là, je ne sais pas si même c'est peut-être une question côté DGCS aussi. Excusez-moi, mais l'instruction sur la nouvelle stratégie, elle est sortie. Oui. Elle a été publiée. Par contre, effectivement, il n'est fait que renvoyer au plan 50 000 solutions pour la partie médico-sociale. Il y a toute la partie, par contre, santé publique et autres partenaires qui est détaillée. Merci, Madame Breuil, pour cette réponse. Je ne sais pas si, Corinne, vous avez des choses à compléter sur cette question? Non. Mais c'est vrai que oui, c'est ça. Enfin, c'est une toute petite partie de la stratégie nationale dont je vous ai parlé là. Enfin, les enfants en situation de handicap, il y a tous les autres sujets, quoi. Très bien. Eh bien, merci à tous. Donc, nous allons passer à la seconde intervention. Donc, avec Marine Détourné et Betty Morel du conseil départemental de la Somme. Je vais vous laisser la parole pour nous parler donc de dispositifs que vous mettez en place au sein de votre département. Bonjour à tous. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Betty Morel, donc directrice enfance et famille au département de la Somme, donc depuis le 1er septembre, dans le cadre d'une intérim. Pardon, vous avez été coupé. Le micro. Ouais, allez-y. Donc, pardon, Marine Détourné, chargée d'études au sein de l'Observatoire de la protection de l'enfance de la Somme, notamment sur les questions du handicap et de la protection de l'enfance. Donc, c'est vrai que notre propos, il va s'inscrire dans une belle transition de l'intervention de Madame Rivas. Alors, c'est vrai que dans le département de la Somme, nous avons pu effectivement construire à partir de 2021 tout un travail de réflexion plutôt offensif avec l'ARS et en lien avec la stratégie de l'enfance sur des outils, des espaces dédiés finalement à la prise en charge de mineurs en situation de double vulnérabilité à MDPH. Alors c'est vrai que pour conduire ce chantier, cette réflexion, on est forcément allé vers des établissements qui avaient une ouverture à 365 jours. Donc seul un établissement dans le département de la Somme répondait à cette éligibilité-là. C'est effectivement le site de Valloire, dans l'ouest du département. Donc, c'est dans le cadre effectivement de cette réflexion et de ce travail et surtout de la stratégie que nous avons pu effectivement conduire. Vous pouvez revenir sur la slide d'avant, s'il vous plaît? Conduire effectivement un projet qui visait en tout cas
à la conception donc, de deux dispositifs. L'un qui concernait effectivement un service d'accueil séquentiel hein, qui a pu ouvrir ses portes en avril 2023. Et l'autre, un service équipe mobile qui, lui, s'est mis en marche en juillet 2022. Voilà. Donc, voilà. Je vous laisse dérouler la slide suivante. Donc, en fait, s'agissant des missions hein, de ces deux dispositifs, pour le dispositif plus communément appelé SAS, il s'agit donc d'un dispositif qui offre effectivement 7 places d'accueil pour des mineurs en situation de risque de rupture de prise en charge élevée, qui sont accueillis effectivement à l'ASE avec ou sans une notification MDPH. Et en fait, ce dispositif permet en tout cas au lieu d'accueil principal de pouvoir avoir un espace de répit, tout comme le mineur d'ailleurs, pour une période de 2 mois maximum, où effectivement toute l'action vise à effectivement écarter entre guillemets le mineur de son lieu d'accueil pour mettre vraiment un travail de fond hein, sur ce qui a fait problématique, ce qui a fait symptomatologie et comment en tout cas on peut travailler à une récupération nécessaire à son retour sur son lieu d'accueil principal. Sur l'équipe mobile, donc là, il s'agit en tout cas d'une équipe qui a la même visée, mais qui s'adresse exclusivement à des mineurs en situation de notification MDPH, pour lesquels, effectivement, le risque de rupture de prise en charge et de parcours est quand même élevé. Et ça permet en tout cas là d'agir en direction plus exclusive des professionnels en charge de l'accueil. Donc, c'est soit effectivement en direction de l'équipe de la MEX ou du lieu de vie et d'accueil où sont accueillis ces mineurs, autour de la pratique professionnelle. Donc, en ce qui concerne le SAS, donc là, la typologie des adolescents qui sont accueillis est âgée donc de 12 à 18 ans, donc des mineurs, comme je le disais tout à l'heure, confiés à l'ASE, qui peuvent ou non donc bénéficier d'une reconnaissance MDPH et dont effectivement la symptomatologie elle génère en tout cas le risque d'une rupture de prise en charge. Donc, on est effectivement sur une capacité d'accueil de ce SAS de 7 places, d'accord ? S'agissant de l'équipe mobile, là, la typologie d'âge, elle concerne des mineurs de 3 à 20 ans, avec toujours le même risque hein, de rupture sur le lieu d'accueil, pour des enfants exclusivement notifiés MDPH, confiés également à l'ASE hein, et dans le département de la Somme. Donc là, la capacité d'accueil pour le service, c'est 25 places. Donc, on est effectivement donc, sur un dispositif qui s'adresse à toute la couverture hein, du département de la Somme. Hein. Donc, effectivement, que ce soit le SAS, on y accueille en tout cas des mineurs qui sont confiés sur des lieux d'accueil couvrant le département de la Somme, et pour l'équipe mobile qui se situe en résidence effectivement administrative sur Abbeville. Là aussi, le secteur en tout cas de recouvrement est bien celui du périmètre départemental. Donc, je me répète hein, et je m'en excuse, mais en tout cas, s'agissant des objectifs de ces deux structures, on est bien, et j'insiste là-dessus parce qu'on sait ô combien le risque de rupture de prise en charge pour des enfants au profil complexe et qui relèvent de la double vulnérabilité, c'est quand même effectivement l'enjeu du risque d'une rupture. Donc, on est en tout cas dans un projet de soutenir les équipes, bien sûr, de remobiliser le jeune effectivement sur ses envies, sur son projet de vie, mais ce que je veux, et j'insiste beaucoup là-dessus, on est vraiment sur deux dispositifs qui sont mobilisables, j'ai envie de dire, le plus précocement possible. C'est-à-dire qu'on n'attend pas une situation de rupture avec effectivement des indicateurs et des clignotants qui laissent à penser une rupture imminente. Dès lors qu'on a les premiers, j'ai envie de dire, indicateurs de difficulté, hein, il est tout à fait possible et recommandé d'ailleurs de pouvoir mobiliser l'un ou l'autre dispositif. Pour le SAS, effectivement, l'enjeu, c'est de travailler sur la restauration du lien, en tout cas sa récupération entre le lieu d'accueil
et l'enfant. Ça permet effectivement une mise à l'abri, une mise à distance qui permet aux deux parties de pouvoir faire ce pas de côté utile, en tout cas à la prévention de la rupture. Et pour l'équipe mobile, on est vraiment effectivement sur le même enjeu, celui de favoriser le maintien du lieu d'accueil, même si la cible de l'intervention, pour l'un, elle est vraiment doublement axée sur le mineur et sur son lieu d'accueil. Sur l'équipe mobile, on est vraiment sur une action dirigée en faveur de l'équipe. Donc, les principes d'intervention s'appuient effectivement sur une démarche d'écoute, d'élaboration, d'apaisement. Donc, pour le SAS, on est en tout cas sur une période d'accueil initiale de 30 jours, renouvelable une fois. Sachant que quand un mineur est accueilli sur le SAS, il a un premier temps d'accueil, j'ai envie de dire, sans permission, avec effectivement une prise en charge exclusive sur le SAS de 20 jours, d'accord? Avec du coup un outil que vous connaissez tous et qui s'applique dans chaque département avec rigueur et exigence, c'est le PPE, c'est-à-dire que tout mineur qui est pris en charge sur le SAS se verra effectivement contractualiser son projet, le projet pour l'enfant, de manière, je vais dire sous format d'un avenant bien souvent, parce qu'il est question. Bien sûr qu'en orientant l'enfant vers le SAS, on vient créer une rupture dans la prise en charge, mais qui vient là permettre apaisement et prévention d'une rupture plus définitive. Mais notre enjeu premier, c'est de garantir une continuité de parcours. Donc, c'est vrai que dès l'admission du jeune au SAS, on veille à ce que les objectifs qui vont en découler soient vraiment dans une continuité de prise en charge avec tout ce qui a pu être contractualisé avec son parent, avec effectivement toutes les ressources qui gravitent autour de lui, parce que bien souvent, dans ce que le mineur vient jouer sur son lieu d'accueil, ce sont des choses auxquelles le parent a parfois été confronté, et j'ai envie de dire des indicateurs de fonctionnement qui sont même parfois à l'origine des indicateurs de danger qui ont conduit au placement. Donc, que ce soit pour le SAS, un peu moins sur l'équipe mobile, mais l'enjeu, c'est de vraiment mettre le parent au cœur de toute cette coordination-là. C'est-à-dire que dans toutes les étapes qui vont faire synthèse, qui vont faire un petit peu évaluation des objectifs qui auront été découlés, on va s'attacher toujours à ce que le parent puisse être à ce rendez-vous-là pour lui-même pouvoir s'approprier, en tout cas, les conseils, les guidances qui seront apportés, en tout cas, aux mineurs, mais aussi au lieu d'accueil. Sur l'équipe mobile, on est aussi là sur une prise en charge de 90 jours, avec là aussi un plan d'action très coordonné. Alors, c'est vrai que ça ne se formalise pas par le PPE, on est vraiment là sur un contrat entre l'équipe d'accueil, l'assistante familiale ou bien l'équipe de la MEX, du LVA, et le Valoir, pour effectivement se donner des objectifs sur cette période de 90 jours. Donc, pour le SAS, on est vraiment sur une équipe interdisciplinaire qui donc agit bien sûr sur les situations complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je m'excuse, je me répète un peu, mais bon, c'est pour démontrer toute la pertinence de ce dispositif. On est donc sur une équipe qui agit bien sûr sur la crise de lien et qui n'agit pas, lui, au niveau du SAS, sur le lieu de crise. Donc, cette équipe, au niveau du SAS, elle se compose d'un chef de service. Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas mis les ETP, mais pour tous ceux d'entre vous qui seraient intéressés, je pourrais vous envoyer le cahier des charges de la convention. D'ailleurs, je l'ai déjà fait dans le cadre du réseau des directeurs enfance et famille. J'ai eu parfois à mutualiser, même prendre des temps avec certains DEF. Donc, secrétaire, il y a effectivement 5 éducateurs, 3 infirmiers, 3 psychologues, des surveillants de nuit, maîtresse de maison, et un 0,3 ETP de pédopsie. Donc là, on est vraiment sur un espace qui vise à la médiation, qui vise au répit et qui agit en tout cas le plus profondément possible sur la symptomatologie du mineur et qui veille en tout cas à donner au lieu d'accueil, j'ai envie de dire, tous les soutiens utiles pour permettre la continuité de la prise en charge postérieurement aux 20 jours, parce qu'au-delà des 20 jours, ensuite se met de nouveau en scène des retours progressifs avec des permissions et des retours toujours possibles sur une période de 3 mois au total.
hein. Et le SAS, si je peux me permettre, simplement, le SAS, c'est vraiment un lieu d'accueil séquentiel, mais qui est toujours mis en place quand le jeune a toujours un lieu Tout à fait, d'accueil exactement. voilà, défini. La condition, effectivement, tu as raison, Marine, de le rappeler. On en parle tellement que j'en oublie parfois des informations clés. C'est vrai que le SAS, la condition, en tout cas, pour pouvoir intégrer ce SAS, c'est que le mineur ait un lieu d'accueil principal établi. C'est-à-dire que le SAS ne s'inscrit jamais dans une situation d'accueil d'urgence où on pourrait être confronté à une rupture de parcours. Jamais, jamais. On a eu à le faire qu'une fois, mais c'était effectivement dans un contexte où l'établissement avait déjà donné des signaux d'alerte importants, avait effectivement déjà, on va dire, menacé de mettre fin à la prise en charge, parce qu'on avait en tout cas la perspective d'un autre lieu d'accueil. On a pu en tout cas organiser l'arrivée de ce mineur et permettre en tout cas de réunir toutes les conditions en tout cas d'une prise en charge réussie sur l'autre lieu d'accueil. Mais c'est vrai que la condition vraiment sine qua non, c'est qu'on ait un lieu d'accueil principal défini pour le mineur. Tu as raison, Marine, de le rappeler. Donc sur l'équipe mobile, donc là aussi, il s'agit d'une équipe interdisciplinaire qui agit en direction des situations complexes, sur effectivement la crise du lien. Donc on est sur un espace de médiation dans le cadre des situations qui visent à prévenir le risque de rupture. Donc on a un chef de service, on a une secrétaire, des éducateurs spécialisés, 3 psys et un pédopsie. Donc, toutes les dimensions, en tout cas, qui environnent l'accompagnement, sont tournées vers le soutien éducatif, la médiation entre le lieu d'accueil et la famille. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'insiste très lourdement, et je vous le disais tout à l'heure, on a, dans le cadre du premier comité de pilotage qui s'est réuni il y a quelques mois, c'est vrai qu'on va se le dire, l'organisme gestionnaire avait quand même fait un peu impasse. Vous voyez, alors il y avait eu, au moment de l'arrivée du mineur, toujours la réalisation de l'avenant au PPE ou du PPE, mais en tout cas, pendant tout le fil d'accompagnement sur les 2 mois qui avaient jalonné le parcours de prise en charge, on s'est quand même rendu compte que la place du parent, elle avait quand même été occultée. Et du coup, j'ai envie de dire, ça nous mettait le département, ça nous mettait quand même en préjudice sur les axes qui sont celui du retour à domicile. Donc, on a vraiment insisté là-dessus pour que le parent il ait une place à part entière, que pour lui, ça puisse être aussi un retour d'expérience et d'observation et d'analyse très utile finalement dans sa fonction parentale. Donc là-dessus, voilà, on a un établissement, un organisme gestionnaire qui s'est vraiment réajusté. Donc, il y a toute une dimension avec le mineur axée sur le soutien psychologique, sur le soutien à l'apprentissage aussi, sur le soutien à la continuité des soins et le soutien auprès des équipes. Parce qu'un mineur qui est accueilli au SAS, c'est vrai, quand il y arrive, on sait que le risque de rupture, en tout cas de la prise en charge sur le lieu d'accueil, s'accompagne aussi parfois sur un risque de rupture au niveau de la scolarité. On est avec des mineurs aussi parfois qui sont venus mettre en scène sur le lieu d'accueil, ils l'ont aussi mis en scène sur le lieu de scolarité. Donc c'est vrai que le SAS vient restaurer en tout cas tout ce cadre un petit peu réglementaire sur l'obligation scolaire. En tout cas, on veille aussi à garantir une continuité donc, de scolarité, une continuité du soin. Donc, un mineur qui est accueilli au SAS, alors sauf les premiers jours où il a bien souvent besoin de se récupérer de tout ce qui s'est mis en place, mais le SAS garantit en tout cas la continuité de la scolarité et la continuité du soin. Alors, vous allez me dire, notre département, il est quand même très étendu, mais il n'empêche, pour les besoins fondamentaux de l'enfant, et ça c'est quelque chose de coordonné avec l'école et avec le soignant, on s'attache quand même dans la mesure du possible à pouvoir être dans la continuité de la scolarité et puis alors avec des aménagements possibles, mais en tout cas assurément la continuité du parcours de soins. Pour l'équipe mobile, on est aussi sur les mêmes dimensions d'accompagnement. Donc là, il y a vraiment un gros travail mené avec les équipes sur les étayages utiles, où on agit effectivement sur toute une démarche de recueil de l'histoire finalement de la prise en charge, sur la compréhension des premiers signaux de difficulté. Donc il y a vraiment, comme vous le lisez, tout un travail fondamental sur le recueil d'informations et cette valeur historique, elle conditionne d'ailleurs, et comme dans toutes les actions d'accompagnement protection de l'enfance, tout la définition du parcours de guidance après. Donc, il y a vraiment toute une démarche exploratoire que l'équipe mobile mène avec le lieu d'accueil, avec effectivement le lieu scolaire, avec les soignants, avec les parents
avec effectivement toutes les ressources qui gravitent autour des enfants pour pouvoir ensuite ajuster un parcours de prise en charge le mieux adapté, en tout cas, à l'identification de ressources, d'outils et de médias qui sont nécessaires pour que le retour et la continuité de la prise en charge du mineur, elle soit la plus adaptée possible. Sachant que, vous l'imaginerez, pour les enfants qui sont en situation de notification MDPH, eh bien, on a parfois des tremplins, c'est-à-dire après l'accompagnement de l'équipe mobile, il est arrivé qu'on ait des mineurs qui soient accueillis sur le SAS, parce qu'effectivement, c'était un tremplin nécessaire pour venir consolider tout le travail, parce que cette démarche d'accompagnement qui a pu être menée auprès des professionnels a démontré qu'il y avait peut-être besoin, en tout cas, d'une mise à distance pour pouvoir consolider, en tout cas, le travail qui était initié. Donc, on a parfois, effectivement, ces transitions et ces passerelles qui existent, sachant qu'un mineur qui est accueilli au SAS peut l'être chaque année. Alors là, aujourd'hui, depuis l'ouverture de SAS, on a eu 3 enfants qui, chaque année, ont pu, enfin chaque année, après, on n'est pas non plus ouvert depuis 15 ans, en tout cas depuis 2 ans, qui ont pu bénéficier en tout cas d'une prise en charge au SAS sur 2 séquences d'accueil, avec tout le bénéfice qu'ils en tirent, et puis surtout le maintien sur le lieu d'accueil. Et ça, c'est une condition qui est très importante, même si là, avec le temps, on veille vraiment à, je l'ai dit tout à l'heure, à faire en sorte que ces 2 dispositifs-là soient des dispositifs qui soient mobilisés le plus en amont possible. On n'attend pas la crise, on tente d'inscrire ces dispositifs dans un moment où on est dans l'apparition de premiers signaux. S'agissant des démarches d'admission. Alors, pour les démarches d'admission, pour le SAS, on est vraiment sur la transmission d'une demande d'admission classique, comme on le fait pour nos MEX, qui permettent effectivement de pouvoir faire un petit peu recueil des besoins du mineur, recueil effectivement de tous les signaux d'indicateurs de difficulté sur le lieu d'accueil. Et en fait, on est sur une réunion de préadmission 48 heures après avoir eu effectivement qu'est-ce qu'on a mis après avoir le lieu de demandeur? On a oublié un mot là, on s'en excuse. En tout cas, la réunion de préadmission, elle intervient dans les 48 heures qui suivent la demande effectivement d'admission. Mais tout ça, si vous voulez, c'est dans le cadre de notre régulation, parce que je vous dis, c'est 7 places. Mais peut-être que vous allez vous en étonner, mais on a quand même dû batailler, on bataille quand même encore un petit peu pour pouvoir activer ce dispositif, malgré les besoins repérés. Alors, depuis, on va dire, 3 mois, les choses, elles se lissent, et puis on est avec un dispositif qui trouve son ancrage à l'échelle du département. Mais pour le SAS, vous voyez, on a quand même été sur un taux d'occupation effectivement toujours à 100%, mais une liste d'attente qui était pauvre. Aujourd'hui, on a 2-3 mineurs qui attendent effectivement de pouvoir l'intégrer. Alors, comme je vous le disais, on a une période d'accueil de 20 jours. Et après, effectivement, on a de la permission. Donc, ça nous permet effectivement d'être sur une régulation très ajustée et puis de faire rentrer des mineurs progressivement. Mais on n'est pas sur un dispositif qui connaît, voilà, comme quand on crée parfois des dispositifs type PAD où on a, j'ai envie de dire, une dynamique de saturation qui arrive très vite. Là, pour le SAS, on est vraiment sur une régulation plutôt équilibrée. Donc, on a voilà, donc une prise en charge dans les 48 heures qui suit la demande. En moyenne, vous voyez, entre le moment où on est dans l'apparition des premières difficultés et que le dossier s'instruit, vous comptez, on va dire, un mois pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir être pris en charge. Donc, on a après effectivement une intégration au SAS dans les 72 heures suite à la réception de la demande et immédiatement après, bien sûr, et réactivement, la mise en place du projet pour l'enfant ou son avenant. Pour l'équipe mobile, on est sur le même mode opératoire avec effectivement une transmission de la demande au niveau de... Alors, c'est vrai que nous, dans le département de la Somme, alors on a 3 inspectrices enfance, un peu chef de groupement, comme Madame Rivas pouvait le dire. On n'a pas effectivement d'inspectrice dédiée aux enfants en situation de double vulnérabilité, mais elle est quand même dédiée effectivement à la régulation des dispositifs type MEX, LVA ou sur ces dispositifs-ci. Donc, la réponse pour l'équipe mobile intervient donc sous 72 heures, avec effectivement une rencontre avec le demandeur, puis les autres partenaires et notamment les parents, bien sûr, et la mise en place en tout cas d'un contrat. Alors, pour l'équipe mobile, vous voyez, là, pour l'équipe mobile,
et qu'on se le dise, hein, on a été aussi sur un niveau de mobilisation qui a été très timide. Vous voyez, pendant presque 6 mois, avec pourtant une capacité à 25 accompagnements, on a eu, vous voyez, pendant 6 mois, un démarrage à 10 mesures. Et c'est vrai que les mecs se sont quand même montrés plutôt timides et ont perçu en tout cas cet appui-là comme quelque chose. Et en plus, j'ai envie de dire que ces dispositifs, ils se sont mis en place dans un contexte où le département était plutôt offensif sur la question de la programmation de ces inspections. Et du coup, pour nos mecs, vous voyez, on avait quand même des établissements plutôt frileux, dans une difficulté de s'ouvrir et à la difficulté et s'ouvrir en tout cas à l'accueil en tout cas d'un tiers auprès des équipes pour venir un petit peu consolider les parcours de prise en charge. Les assistants familiaux, elles ont plutôt perçu, les chiffres et les statistiques vous le démontreront après, les assistants familiaux, elles ont perçu voilà, le dispositif plus aisément, même si, on se le dit, ça a quand même été un démarrage très timide. Aujourd'hui, on a aussi très peu de listes d'attente, hein, avec un dispositif où on est plutôt même nous, direction centrale prescripteur, mais bon, on a quand même voilà, un taux d'occupation aussi à 100%, mais sur 2 dispositifs pour lesquels, alors ça va un peu mieux, je vous dis, depuis 3 mois, mais notamment sur l'équipe mobile, ça a quand même été un démarrage très timide. Alors que les besoins étaient repérés même. Alors effectivement, on va être très en souci de veiller bien, à l'ordre du jour qui encadre ce webinaire, mais c'est vrai que le département de la Somme a mené une étude sur la situation d'enfants, et c'est d'ailleurs Marine qui a pu la réaliser. Donc c'est vrai que le département n'est pas épargné, en tout cas, d'un taux de représentation élevé du nombre d'enfants en situation de On est plutôt à 21%. 21%, tout à fait, d'enfants confiés en situation de double vulnérabilité. Donc, vous voyez, en termes de besoins, tout le travail qu'on a pu mener avec l'ARS convergeait en faveur de la pertinence de ces 2 dispositifs. Sauf que dans les faits, malgré 2 dispositifs qui venaient répondre à ce besoin et malgré ces 2 dispositifs qui intervenaient dans un contexte où on avait de la rupture de parcours et de prise en charge avec des ASFAM qui pouvaient nous ramener les enfants dans nos MDSI, dans nos maisons départementales de solidarité et des insertions, on avait quand même voilà, une difficulté de mobilisation de ces dispositifs, où on a quand même en plus mené un plan de communication très offensif avec l'ensemble des MEX, avec les assistants familiaux, mais pour autant, voilà, on a été sur un démarrage timide. Place aux statistiques maintenant. Donc, on a fait un petit retour statistique. Alors, on est désolé, pour l'instant, on est sur, si vous pouvez repasser juste à la slide d'avant, s'il vous plaît. On est sur un bilan 2023. Donc, le bilan 2024 n'est pas encore fait. Donc, les données ne sont pas vraiment à jour. Et pour l'instant, on est sur des proportions assez petites, on va dire. Donc, tout d'abord, on fait un retour sur le SAS. Donc, après 11 mois de fonctionnement, il y a 20 adolescents qui ont pu être accompagnés en 2023. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc 50% d'entre eux avaient une notification MDPH, mais 50% des autres n'avaient pas de notification MDPH, en tout cas au jour de leur entrée au sein du SAS. Si vous... donc les âges d'admission, en effet, on est plutôt autour des 12-15 ans. Donc la plupart de ces jeunes ont été accueillis sur cette tranche d'âge-là. C'est à peu près les mêmes données qu'on retrouve sur l'étude ASE Handicap. C'est vraiment on va dire ce public cible, en tout cas ce public qui est concerné par une double vulnérabilité. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la prise en charge au SAS. Sur le territoire d'origine des jeunes, on l'a vu tout à l'heure, alors pour vous remémorer ça, nous, donc le SAS est basé sur Picardie-Maritime, donc à l'ouest du département, le côté violet, voilà. Donc on voit en effet que 29% des jeunes étaient accueillis déjà par ce territoire-là. Et on voit un petit peu progressivement, on va dire, un petit fondu avec un territoire le plus éloigné qui est Somme-Santerre, qui représente seulement pour 2023 6% des jeunes accueillis au SAS. Donc, à voir pour 2024 si... On est quand même sur une tendance qui reste à la norme de ce qui est présenté là.
Donc, voilà pour les types de lieux de vie. Donc, comme Betty vous disait tout à l'heure, donc il y a les assistants familiaux qui ont majoritairement saisi le dispositif, on va dire. Également les MEX à une moindre échelle. Et comme on vous disait, il y a aussi parfois du lien entre l'accueil au SAS et l'accompagnement par l'équipe mobile. Et par exemple, sur ces 20 adolescents précités, il y en a 5 qui avaient déjà eu un accompagnement par l'équipe mobile. Sur les lieux de scolarisation, donc on a Donc, comme on l'a vu, hein, c'est selon les âges, hein, on est vraiment sur du 12-15 ans, donc c'est prioritairement, on va dire, du collège. Donc, on a une partie aussi qui est donc en collège classe type. On a également 4 jeunes qui étaient en collège SECPA. Mais on a aussi des jeunes qui sont en scolarité spécialisée hein, dans des ESMS, que ce soit des IME ou des ITEP. Et quatre adolescents qui étaient accueillis au SAS étaient scolarisés de manière partielle. Donc voilà, comme on le connaît aujourd'hui, hein, parfois quand il y a une scolarisation que le matin, dû au fait qu'il n'y ait pas forcément l'AESH qui soit disponible, etc. Voilà. Il y a plusieurs problématiques. Là, on n'a pas mis le détail, mais voilà. Voilà. Donc sur la répartition du handicap, alors parfois ça fait pas forcément 20, c'est parce qu'on n'a pas toujours toutes les informations. Donc là, sur la répartition du handicap, on a réussi à avoir les données pour 8 des jeunes qui ont été accueillis au SAS. Donc 4 avaient une déficience intellectuelle diagnostiquée, hein. C'est pour ça aussi qu'on ne va pas poser de diagnostic hein, à la place des professionnels. Donc voilà. Et puis, 4 avaient des troubles du comportement diagnostiqués. Ensuite, on va passer aux données de l'équipe mobile. Donc, toujours sur l'année 2023. Voilà, après 18 mois de fonctionnement. Donc, il y avait eu 31 situations accompagnées par l'équipe mobile. Les tranches d'âge, alors là, elles sont un petit peu plus larges, on va dire, hein. Donc, les moins de 6 ans, il y en a eu 2. Les 6-10 ans, 12. Les 11-14 ans, 7. Et les plus de 15 ans, 3, pardon. Donc là, on est sur, en effet, une tranche d'âge un petit peu plus large. Les territoires d'origine de ces jeunes, alors on retrouve un petit peu la même carte, on va dire, que tout à l'heure. Toujours l'équipe mobile, donc c'est le même organisme gestionnaire qui se charge de son déploiement et se situe toujours sur l'ouest du département, hein, sur Picardie-Maritime. Et en effet, on voit que les territoires les plus éloignés de celui-ci sont moins saisis ou en tout cas sont moins couverts par cette prise en charge, ce dispositif. Sur les types de lieux de vie, toujours les assistants familiaux qui s'en sont plus saisis et ce qu'on disait un petit peu plus frileux, les MEX au début. Alors, encore une fois, hein, il faudra qu'on mette à jour les données pour voir si ça a un petit peu évolué. A priori, ça a évolué, mais voilà. Et donc, voilà. Donc, il y a eu quand même 3 réorientations parmi ces 22 jeunes qui ont dû être faites durant l'accompagnement. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est la continuité du parcours sur un même lieu de vie, mais certaines situations ont besoin d'une réorientation. Les lieux de scolarisation, alors là, je ne vais pas tout revenir en détail, ils sont encore plus nombreux, hein. Ici, on a quand même une petite majorité, on va dire, d'enfants accueillis dans des établissements médico-sociaux, hein, type IME et DITEP. Voilà. Après, vous aurez le diaporama hein, pour avoir le détail. Sur la répartition du handicap, c'est pareil, on a un petit peu plus de données. Il y a des jeunes qui ont des troubles du comportement, d'autres des déficiences intellectuelles. On a également de l'accompagnement lors des troubles du spectre autistique et des troubles TDAH. Voilà, donc c'était un petit retour
statistiques sur les jeunes qui ont pu être accueillis à ce stade. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut nous que recommander en tout cas la pertinence de ces deux dispositifs qui agissent, et c'est vrai que voilà, plus les mois passent, plus l'ancrage en tout cas se fait à l'échelon de ce département avec une meilleure identification, une prescription qui n'émane pas que du périmètre en tout cas du département. On a aujourd'hui, quand je dis département, en tout cas l'entité département, on a les MEX qui elles-mêmes commencent à s'auto-saisir, tout comme effectivement, alors les assistants familiaux, bien sûr, dépendent du département, mais aussi, en tout cas, les assistants familiaux qui viennent, en tout cas, formuler le besoin, en tout cas, d'un de ces deux dispositifs. Merci de votre attention. Merci. Merci, mesdames, pour cette présentation. Et ben, comme tout à l'heure, je vais laisser je vais vous laisser la parole si vous souhaitez réagir ou bien poser des questions. Amélie, allez-y. Oui, du coup, je vais ouvrir les questions. Merci beaucoup pour ces deux présentations, enfin cette présentation de ces deux dispositifs. Moi, j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez un taux assez élevé d'enfants en situation de handicap dans les effectifs de l'ASE. Par rapport à ce taux-là, finalement, les enfants qui ont pu être pris en charge dans ces deux dispositifs ou accompagnés dans ces deux dispositifs, ça représente plus ou moins quelle proportion? Et est-ce que ça veut dire que ce sont les enfants avec des situations particulièrement complexes qui sont orientés, ou pour être plus précise, est-ce que vous estimez qu'il y a aujourd'hui des trous dans la raquette et des secteurs ou des dispositifs ASE qui ne mobilisent pas ces deux possibilités-là? Je ne sais pas si ma question est très claire. Alors, s'agissant de la proportion, c'est vrai que je vais te laisser développer. Oui, alors j'ai pas très bien entendu, mais donc donc en effet, on est à 21% aujourd'hui d'enfants accueillis par l'aide sociale à l'enfance en situation de handicap, en tout cas avec une notification MDPH au département de la Somme. En ce qui concerne, donc en fait, l'étude, elle est anonymisée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de lien direct avec les enfants qui sont accueillis au SAS et accompagnés par l'équipe mobile et cette étude-là. Donc, je ne sais pas si c'était... Sachant qu'en tout cas, on a, pour le SAS, on avait en 2023 à peu près 66% de mineurs qui avaient fait l'objet d'une notification MDPH, sachant qu'effectivement, les conditions d'éligibilité pour l'accès au SAS ne supposent pas forcément d'avoir une notification, mais en tout cas, pour la première année 2023, le dispositif SAS a répondu vraiment à nos situations complexes, vous voyez, où le risque de rupture était très élevé avec parfois une situation de crise, mais pour ces situations-là, on a quand même pu maintenir le lieu d'accueil parce que parmi tous les enfants qui ont pu être accueillis, à chaque fois, alors on a eu 4 situations pour lesquelles, malgré ce passage-là, eh bien, on n'a pas pu maintenir le jeune sur son lieu d'accueil principal. Donc, ça a été quand même facteur d'une rupture au terme de la prise en charge sur le SAS, mais quelques mois après. Mais après, s'agissant effectivement de trous dans la raquette, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a été sur un démarrage timide, mais là où ça a été difficile, alors je ne sais pas si vous vous revisualisez la configuration géographique et cartographique du département, mais c'est vrai que pour les situations à l'est du département de la Somme, ces dispositifs-là, ils se sont inscrits dans un contexte où on avait quand même des problématiques RH élevées, c'est-à-dire que sur le territoire, notamment Somme-Santerre, je crois qu'il est en vert d'ailleurs, on avait, vous voyez, plus de cadre enfance, on avait vraiment une souffrance des référents ASE. Du coup, on était vraiment sur des effectifs, vous voyez, à presque 40%. Donc, c'est vrai que la mobilisation du dispositif, elle était en partie faible, mais du fait de cette carence RH. Aujourd'hui, les choses, elles se consolident avec effectivement voilà, des territoires qui eux-mêmes se reconsolident au niveau RH. Donc, ça appelle aussi, vous voyez, un niveau de mobilisation plus important. Après, c'est vrai que pour l'équipe mobile, on reste quand même sur un taux d'intervention nettement plus élevé chez les assistants familiaux
que chez que les établissements, ça c'est une réalité, mais qui aussi est à apparenter avec, voilà, je vous dis, un contexte aussi d'inspection et avec le fait aussi que pour les équipes, c'était pas aisé d'accueillir en tout cas cette intervention tiers et pour ces équipes de faire aussi ce pas de côté pour aller regarder ce qui fait difficulté. On a souvent tendance à aller regarder la symptomatologie du mineur en disant moi de ma place, je n'ai pas forcément à agir pour que les choses s'améliorent. Enfin, je caricature, mais c'est vrai que dans ce qui pouvait nous être renvoyé, vous voyez, quand on a dû relancer une campagne de communication très importante, je suis allée en personne dans les différentes MEX. Ce qui ressortait, c'était ça, en disant, Madame Morel, vous nous proposez ce dispositif-là. Nous, on sait faire, on est des éducateurs spécialisés, on a quand même des plateaux techniques étayés, on ne voit pas forcément la plus-value. Et pour les expériences qui ont pu se mener et qui ont conduit finalement à une stabilisation de la situation, ça a été après, au fil des retours d'expérience, j'ai envie de dire qu'on a pu contaminer un petit peu plus le département et les MEX qui étaient un petit peu réfractaires. Mais voilà, on est sur un démarrage avec un recul de 2 années. Mais bon, moi, j'ai vraiment une croyance très valable en ces deux dispositifs qui nous permettent en tout cas de prévenir des sorties sèches. Vous voyez, parce qu'on a été confronté quand même en 2023 et 2022 d'ailleurs à vraiment des ruptures de parcours de prise en charge, hein, où effectivement les enfants nous étaient ramenés comme ça sans filet. Et on fait quand même constat, là, on va dire, ouais, depuis 1 an, que voilà, on a quand même quasiment plus de sorties sèches et on peut voilà, faire de ces deux dispositifs des réelles ressources, hein, pour prévenir ça. Je ne sais pas si on a répondu à votre question, on est bavarde. Si, et plus même. Bon, ben super, parfait. Merci. Alors, avant de laisser la parole à Madame Hatch, j'ai une question dans le chat sur justement les questions RH. Est-ce que vous rencontrez des problèmes de recrutement pour ces nouveaux services et structures? Mais écoutez, pas du tout. Sur le SAS et l'équipe mobile, alors autant ça a été un peu compliqué pour le recrutement du pédopsie, ça je ne peux pas vous le cacher. Mais par contre, voilà, depuis, on va dire, depuis 18 mois, on est vraiment sur un bon niveau de consolidation pour les deux dispositifs, même si c'est vrai qu'au démarrage, sur l'équipe mobile, l'organisme gestionnaire s'était un petit peu heurté à des difficultés de recrutement du poste d'infirmier, de l'éducateur spécialisé. Mais là, j'ai envie de dire, on est sur des équipes plutôt consolidées avec voilà, une bonne dynamique. Donc là, pour le coup, on est plutôt content. Merci. Madame Hatch, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. J'avais juste une question à vous poser. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez communiqué sur cet outil, enfin, comment vous aviez communiqué auprès des établissements sur cet outil. J'aurais juste aimé que vous nous disiez concrètement vous avez expliqué. Ouais. Non, mais pas en termes de moyens, mais c'est quoi les mots en jeu que vous avez véhiculés pour que l'établissement ne voit pas ça donc comme un contrôle, mais qu'il y ait ce tiers médiateur en fait. Tout à fait. Donc, alors, le choix qui a été opéré, si vous voulez, c'est de partir à la rencontre des établissements avec l'organisme gestionnaire de Valoir, d'accord, avec un chef de service qui avait été vraiment, lui, à porter le projet. Vous voyez, il était venu avec un des membres de l'équipe. Donc, moi, voilà, j'ai forcément introduit le propos lors de cette démarche de communication, mais c'est vraiment l'organisme gestionnaire qui a été dans une approche de réassurance, d'apprivoisement, vous voyez, en expliquant, voilà, nous, notre enjeu, c'était certainement pas d'agir sous la forme d'un contrôle, mais vraiment de vous permettre ce pas de côté, de faire en sorte que la continuité de l'enfant soit garantie, mais aussi, et j'insiste là-dessus parce que moi, j'ai pu vraiment mettre l'accent là-dessus, je vous avais dit tout à l'heure sur le comité de pilotage, mais aussi dans les rencontres avec les MEX et les assistants familiaux, mais j'ai surtout eu souci, vous voyez, de remettre le parent comme aussi, j'ai envie de dire, le bénéficiaire premier de cet enjeu-là. Parce qu'on le sait, hein, tant qu'il y a de la turbulence élevée sur le lieu d'accueil, ben, parfois ça vient compromettre le retour, parce qu'on le sait, hein, l'enfant, dans ce qui vient manifester, ça peut aussi mettre le parent en situation de préoccupation, en disant ben, finalement, si l'établissement n'y arrive pas, ou même la centre familiale, comment voulez-vous, moi, à mon niveau, que ce soit possible. Donc c'est vrai on fait vraiment à chaque fois, pour chaque projet,
eh bien, on s'attache à ce que le parent puisse être le partenaire clé, et comme on le fait d'ailleurs, et on s'efforce de le faire dans le département avec tous les enfants confiés, même s'ils ne sont pas pris en charge au SAS ou à l'équipe mobile, mais vraiment oui, on a essayé d'être dans une approche voilà, d'apprivoisement, de réassurance, où le chef de service a pu expliquer effectivement concrètement comment ça allait s'organiser, avec les entretiens qui ne visaient qu'à une démarche de recueil pour mieux comprendre l'enfant, pour permettre en tout cas d'apporter une observation qui aurait pu échapper aux professionnels parce qu'ils sont parfois dans cette démarche de prise en charge quotidienne et qui n'ont pas la hauteur suffisante pour aller repérer des signaux et des indicateurs qui laissent à penser qu'une autre forme d'approche est possible. Voyons, on l'a vraiment tourné vers ça. Donc, ça a plutôt été bénéfique après, hein. On a vu au terme de ce plan de communication que les demandes, elles étaient plus importantes. Merci. Alors, une autre question dans le chat. Quel accompagnement des assistants familiaux est proposé en dehors de ces dispositifs? Alors, c'est vrai que nous, dans le département de la Somme, si vous voulez, il y a la direction Enfance et Famille, mais l'opérationnalité, en tout cas de la mission enfance, elle s'opère sur les 5 territoires d'action sociale. Donc, sur les territoires d'action sociale, j'ai envie de dire, l'accompagnement dont bénéficient les assistants familiaux, c'est par le référent ASE, mais on a aussi créé des coordonnateurs d'accueil familial qui agissent très précisément en direction des assistants familiaux pour voilà, systématiser le contrat d'accueil, pour agir sur le soutien à la pratique professionnelle, qui participe parfois au projet pour les enfants, mais en tout cas qui apporte une réponse de proximité et de quotidienneté auprès du coordonnateur. On a aussi créé des postes d'assistants familiaux ressources qu'on rémunère, j'ai envie de dire à conséquence, hein, qui sont aussi là pour proposer une offre un petit peu de paire aidance, hein, pour celles qui seraient confrontées à des difficultés de prise en charge. Et à l'échelle de la DEF, on a 2 coordonnateurs aussi, accueil familial, hein, qui agissent vraiment, alors surtout le volet RH, mais surtout aussi sur tout le volet relatif au référentiel, en tout cas du métier d'assistant familiaux. Alors c'est vrai que pour les enfants en situation de double vulnérabilité, Marine, elle a aussi mené, alors dans le cadre de la mission obligatoire de formation, hein, que porte le DPE, Marine, elle a été aussi dans le recensement des besoins des assistants familiaux sur le champ du handicap, hein, par rapport à la prise en charge des enfants en situation de handicap, pour pouvoir construire derrière un cahier des charges pour un plan de formation qui viendrait apporter étayage aux assistants familiaux. Donc c'est vrai que ça s'est traduit par un questionnaire, hein, que l'on a adressé à l'échantillon, à l'ensemble de l'échantillon des assistants familiaux qui accueillaient des mineurs en situation de double vulnérabilité, on est d'accord, Marine, et à la lumière en tout cas de l'analyse, hein, de ces questionnaires, elle a pu élaborer le cahier des charges. Donc, c'est vrai que nous, dans le département de la Somme, j'ai envie de dire, on est vraiment dans une approche très étayée, en tout cas, des assistants familiaux. Merci. Donc, vous avez des remerciements, hein, dans le chat. Oui, Amélie, vous avez une nouvelle question? Je peux compléter sur l'étayage, en tout cas, pour ce qui est du Loiret. Alors, autant on est sur une recherche un peu dense de solutions du côté du handicap, autant pour l'étayage des assistants familiaux. Et dans le cadre de la stratégie TAQUET, notamment, on a développé aussi une équipe qui est spécifiquement dédiée au soutien professionnel des assistants familiaux, qui se compose de 3 travailleurs sociaux et 3 psychologues qui ont vraiment dans leur mission exclusivement l'accompagnement professionnel des assistants familiaux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le lien sur les situations d'enfants en particulier, hein, qui sont également traitées au niveau des territoires, mais par contre, il y a vraiment cette notion de soutien et accompagnement professionnel, avec également de la supervision et de l'analyse de pratique qui est proposée. Donc, c'est aussi, si ça répond aussi à cette question en parallèle, là-dessus, on a développé quelque chose d'assez solide et qui fonctionne plutôt bien. Vous avez combien d'assistants familiaux vous avez? On en a aujourd'hui 285. D'accord. Avec une remontée, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en place, on a eu également un travail sur les salaires, mais on a fait ces 2 démarches-là en parallèle, et là, on voit quand même remonter le nombre de candidatures et le nombre de recrutements chez les assistants familiaux.
D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Parce que là, il me semble qu'on a fait le tour de celles dans le chat, du moins. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent prendre la parole? Bon, on a peut-être fait le tour des questions. Et donc, avant de clôturer ce temps d'échange, voilà, je voulais remercier chaleureusement donc, l'ensemble des intervenants. Euh, Nous avons fait une question. On a encore un peu le temps, donc je vais laisser cette question. Je vous en prie. Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour. Oui, on vous entend. Oui, je me présente, je suis Olivier Delcroix. Je suis délégué départemental à la protection de l'enfance dans le Nord et j'étais précédemment directeur protection de l'enfance en Essonne. Moi, je voulais intervenir plus généralement sur la thématique abordée aujourd'hui, où on voit que, bon, on travaille de mieux en mieux ensemble, entre ASE et handicap. Il y a des solutions qui se construisent, c'est très bien. Par contre, le chemin reste encore long. Euh, euh, et j'ai deux petites réflexions que je voulais partager avec vous. Premièrement, sur la dynamique. On voit qu'on se concentre, premièrement, sur les enfants placés, et on tourne autour de trois grands objectifs. Premier, on veut faire tenir les prises en charge ASE, donc on développe des équipes mobiles qui viennent aider les professionnels de l'enfance à faire face aux particularités du handicap, c'est très bien. Deuxièmement, on veut éviter les crises, donc on développe des modalités de répit, alors aussi bien pour les établissements ASE ou handicap, là aussi c'est super. Et troisième point, on voit émerger des solutions de prise en charge hybride entre ASE et handicap pour aller vers des prises en charge 365. Au-delà de ce qui est fait, ce qui, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il fallait faire en priorité. Les chantiers qui restent à ouvrir, pour moi, il y en a de deux types. Premièrement, sur des questions qui restent et qui crispent, j'en ai quelques-unes. Je me questionne plutôt sur la réflexion sur l'efficience et le modèle économique global de ces différentes solutions. Pour en avoir développé quelques-unes, on expérimente, on commence à en avoir pas mal. Moi, je serais très preneur d'un regard national sur quel est le modèle économique, par exemple, d'une équipe mobile, de solutions hybridées entre prise en charge handicap et ASE, pour qu'on puisse avoir quelques points de repère. On sait que c'est un chantier qui s'ouvre au niveau national sur les normes, sur les référentiels d'encadrement, par exemple. Ça pourrait nourrir cette réflexion très, très utilement. Le deuxième sujet qui crispe et qui serait utile d'ouvrir, c'est les ruptures de parcours, notamment dans les prises en charge du handicap. Très souvent, on est confronté à des solutions qui ne perdurent pas et au milieu des temps de latence, des périodes de blanc entre les prises en charge et qui font peser sur ceux qui restent, sur les établissements d'accueil, l'intégralité de la charge de l'enfant. À ce propos-là, moi j'ai bien relevé que dans les préconisations, les bonnes pratiques, il ne fallait pas que les équipes mobiles deviennent des solutions par défaut d'autres prises en charge étayées. Ça ne doit pas être une solution pour faire tenir dans l'attente d'une solution en IME. Malheureusement, bien souvent, c'est ce qu'on rencontre au quotidien. Il y a le sujet aussi du passage à la majorité dans ces ruptures de parcours, pour lequel je n'ai pas encore identifié de pratiques adaptées qui permettent d'identifier et de sécuriser cette bascule entre deux modalités de prise en charge. Et le dernier point à questionner, qui crispe là aussi et qui m'interpelle beaucoup, c'est les temporalités de réaction, qui peuvent être très différentes entre l'ASE et le handicap. Alors, je ne veux pas opposer les deux, hein, mais là où on commence à avoir un vocabulaire commun en travaillant ensemble, je pense qu'il serait utile qu'au niveau national, on puisse avoir quelques repères sur qu'est-ce que ça veut dire l'urgence, qu'est-ce que ça veut dire un accueil préparé,
quelle est la temporalité normale classique que l'on peut attendre des différents partenaires. Ça, c'est sur les chantiers pour améliorer, pour poursuivre la dynamique. Et dans ce qui existe, quelques réflexions sur les creux, sur ce qui manque. Et là aussi, quelques points sur lesquels, à ma connaissance, je n'ai pas identifié de solution pertinente ou innovante. Et si vous en avez, j'en suis très preneur. C'est sur les tout petits, par exemple, les 0-3 ans. On voit que la majorité des dispositifs qu'on développe commencent au minimum à 3-6 ans, jusqu'à la majorité. On en a de plus en plus des bébés placés à l'ASE en situation de handicap et qui posent là aussi des difficultés dans leur prise en charge. Parce que soit c'est famille d'accueil, soit c'est pouponnières, des pouponnières spécialisées en handicap. J'en ai pas connaissance. Si ça existe, je serais très preneur. Le deuxième monde, c'est sur l'accueil d'urgence. J'ai posé la question tout à l'heure, l'accueil d'urgence, la gestion de crise. On voit bien que l'ensemble des dispositifs, alors c'est normal, hein, ce n'est pas leur finalité, s'inscrivent veulent préserver leurs conditions d'exercice et se disent non, je ne suis pas là pour gérer l'urgence, je ne suis pas là pour gérer la crise. Sauf que qui gère l'urgence et la crise lorsqu'elle concerne des situations d'enfants à double vulnérabilité, ASE, handicap? Aujourd'hui, on manque un peu de modèles et c'est bien souvent des situations qui peinent à trouver une solution. Et la dernière réflexion sur les manques, c'est que l'ensemble de ce qu'on développe et ce qu'on a encore vu aujourd'hui concerne des enfants placés. À côté des enfants placés, au titre de l'aide sociale à l'enfance, on a pas mal d'interventions à domicile, qui sont un moyen d'éviter le placement. Et qui concerne, on dit qu'on a entre 20 et 30% d'enfants placés en situation de handicap, qu'en est-il pour les enfants accompagnés? Il doit y avoir une proportion assez importante d'enfants en situation de handicap qui font l'objet d'une mesure d'assistance à domicile, d'assistance éducative à domicile. Sauf qu'aujourd'hui, je me questionne fortement, et je me suis questionné dans mes précédentes fonctions, sur quel étayage particulier il faudrait lorsqu'il s'agit d'enfants en situation de handicap. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je voulais la soumettre à la réflexion de l'ensemble des participants. Voilà, Merci, Monsieur Delcroix. Merci. Je vais laisser la parole à Marine ou bien à Betty ou bien à Amélie pour réagir, si vous le souhaitez. Votre micro est coupé, Betty. Je vais. Alors c'est vrai que pour tout vous avouer, j'ai été dérangée entre deux, donc je n'ai pas été en possibilité d'être dans une écoute attentive tout le fil de l'échange. Je vais peut-être plutôt activer mon seul joker de l'après-midi et laisser Amélie peut-être répondre. Oui, alors c'est pas vraiment une réponse, mais je partage effectivement les constats d'Olivier Delcroix en grande partie, et c'est aussi ces sujets-là qui m'ont amené à poser cette question. La question de l'urgence, notamment, effectivement, qui n'est certainement pas vécue, effectivement, de la même façon, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, où cette urgence, elle est quotidienne et permanente, là où parfois on peut être dans une forme de frustration vis-à-vis des collègues, notamment en agence régionale de santé. Je sais qu'il y en a un certain nombre présents aujourd'hui qui sont plutôt peut-être dans le temps long de la programmation, et parfois ces deux temps-là viennent se répondre de manière un peu brusque. Donc l'idée, c'était aussi qu'on puisse se distancier de cette question de l'urgence et pouvoir en échanger plutôt en termes de logique de dispositifs et d'équipements et de ce qui était possible de faire. Et je remercie à ce titre-là les différents participants là-dessus.
Mais c'est certain que c'est une réalité du quotidien qui vient nous bousculer en permanence. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur la question de la prévention et du domicile. Là, aujourd'hui, on est effectivement sur cette urgence et cette question de qu'est-ce qu'on fait pour les enfants aujourd'hui accueillis, mais bien évidemment, se pose souvent, et notamment dans le cadre des informations préoccupantes, la question de, comme pouvait le dire un ancien directeur que j'ai connu dans un temps plus ancien, de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est le handicap qui amène au placement à l'aide sociale à l'enfance? Est-ce que le placement à l'aide sociale à l'enfance peut venir majorer la situation? Est-ce que le handicap crée la difficulté parentale ou est-ce que c'est la difficulté parentale qui peut majorer le handicap? Voilà, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien souvent qu'il y a des difficultés à domicile qui peuvent basculer dans le placement, alors que parfois, on peut se questionner sur est-ce que ce placement n'aurait pas pu être évité si, à domicile, on avait pu intervenir précocement et fortement. Donc, je vous rejoins tout à fait, Olivier, sur ces questions-là. On se les pose aussi quotidiennement. Mais je n'ai pas plus que vous la solution, si ce n'est effectivement travailler sur les questions de mesures à domicile, sur lesquelles on a également ouvert des chantiers plus largement, compte tenu de du nombre de situations qui arrivent en placement chaque année. Très bien. Eh ben, merci, merci à tous. Donc, je remercie de nouveau très chaleureusement les intervenants pour ce retour d'expérience du jour, mais aussi l'ensemble des participants. Donc, on voit bien que ce sujet est a été très transversale en termes de politique publique, mais aussi d'acteurs, hein, étant donné qu'on a ici des représentants effectivement de conseils de collectivités territoriales, de conseils départementaux, mais aussi d'agences régionales de santé et de services déconcentrés. Et comme je vous le disais en introduction, hein, c'est vraiment le cœur de l'objectif du Club des territoires de pouvoir avoir ces temps interréseaux d'échange de pratiques. Et donc j'espère que voilà, ça a pu, ce temps d'échange a pu vous intéresser, vous apporter, vous inspirer. Et, et je rappelle donc que le Club des territoires, vous pouvez obtenir plus d'informations en me contactant, en contactant la DGCS pour avoir plus de détails sur nos modalités de travail, d'échange et sur les choses qui ont déjà été proposées, les livrables qui sont en cours et les prochains événements. Donc, n'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas aussi, parce qu'il y a l'appel à thématiques, hein, donc je vous disais pour l'année prochaine, qui va être lancé sous peu, à proposer des thématiques parce que ces thématiques peuvent émaner des différents acteurs. Ce n'est pas la DGCS qui va trancher seule de ces thématiques. Pour preuve, Amélie, qui a proposé cette thématique et notre échange du jour. Donc, je vous invite à en parler autour de vous, à venir nous en parler pour avoir plus de détails. Et j'espère pouvoir vous revoir au cours d'un autre échange du Club des territoires. Et cette thématique du jour, finalement, on l'a traitée dans un retour d'expérience aujourd'hui, mais peut-être que, étant donné sa transversalité, son intérêt et la participation du jour qui est importante, les questions que ça soulève, pourquoi pas traiter cette question dans une autre modalité du Club des territoires l'année prochaine. Voilà, à voir ce qui sera proposé, mais la porte n'est pas fermée parce qu'aujourd'hui, il n'y a que cet événement sur cette thématique aujourd'hui, mais pourquoi pas continuer. Donc nous, on est en tout cas ouverts à la discussion. Donc merci encore à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi et un très bon début de semaine. Merci beaucoup, Maëva. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Merci, Maëva. Merci. Au revoir. Au revoir.